Il était temps. Je vais enfin pouvoir dilapider mon héritage. » Ces mots, prononcés par mon propre fils, dans le couloir, pendant que son père agonisait à 10 mètres de là, je me suis figée contre le mur, invisible, tremblante. Mathieu riait. Camille aussi. Lucas ajoutait « On vend tout direct, non ? Je ne veux pas m'embêter avec des vignes de paysans. » Paysans, le mot que leur père prononçait avec fierté. Le mot qui résumait 40 ans de travail acharné dans les vignes du Luberon. 40 ans à construire un empire modeste mais respecté. 40 ans que je l'avais accompagné, aimé, soutenu. Et nos 3 enfants attendèrent juste qu'ils crèvent pour tout vendre. Pour dilapider. Leur mot, pas le mien. Henri est mort à 23h37. J'ai tenu sa main jusqu'au bout. Quand il a rendu son dernier souffle, j'ai su ce que je devais faire. À 3h du matin, pendant que mes enfants dormaient dans leurs anciennes chambres, rêvant probablement à leur futur Porsche et vacances aux Maldives, j'ai ouvert l'enveloppe scellée qu'Henri m'avait confiée 3 ans plus tôt. « Si tu penses qu'il ne le mérite pas, fais ce qui est écrit. Donne tout. » J'ai appelé le notaire. J'ai signé les papiers. Et à l'aube, j'ai quitté la Bastide familiale, pour toujours. Quand mes enfants ont découvert qu'il n'y avait plus d'héritage, plus un centime, plus une pierre, j'ai reçu 43 appels en une seule journée. 43 appels désespérés, hystériques, menaçants. Mathieu hurlait que j'avais manipulé un homme mourant. Camille sanglotait qu'elle allait se retrouver à la rue. Lucas promettait de me traîner en justice. Mais c'était fait. Irréversible, légal. 3 millions d'euros, les vignes, les propriétés, les investissements. Tout donné à des œuvres caritatives. Mes enfants m'ont haï. Ils m'ont poursuivi. Ils ont frappé à ma porte en pleine nuit. Ils ont pleuré, supplié, menacé. Le procès a été terrible. Ils m'ont traité de manipulatrice, de femme cruelle qui punissait ses propres enfants. Leur avocat a parlé de vengeance, d'amertume, de folie. Moi, j'ai juste dit la vérité. J'ai raconté les 5 années de maladie d'Henri. Les 5 années où je changeais ses draps souillés à 3h du matin, pendant qu'eux envoyaient des fleurs commandées en ligne. Les 5 années où il promettait se devenir bientôt, mais restait à Paris, à Lyon, à Aix, occupés avec leur vie confortable. J'ai raconté cette phrase entendue dans le couloir. Il était temps. Le juge a validé la donation. Mes enfants n'ont rien eu. Mais ce n'est pas là que l'histoire se termine. Parce qu'1 an plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lucas m'a envoyé une lettre. Il avait trouvé un travail. Un vrai travail. Dans une coopérative viticole. Il apprenait le métier de son père. Il comprenait enfin. Camille est devenue serveuse. Elle, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, gagnait maintenant son propre argent. Elle respirait, enfin. Et Mathieu a mis 4 ans à me pardonner. 4 longues années de silence. Jusqu'à ce jour où il m'a invitée à dîner et m'a dit « Tu avais raison, maman. Papa avait raison. On avait besoin de cette leçon. » Aujourd'hui, 10 ans après la mort d'Henri, mes 3 enfants ont créé une bourse d'études pour les enfants de vignerons. Avec leur propre argent. Leur argent durement gagné. Ils travaillent. Ils sont fiers. Ils sont dignes. Ils sont devenus les personnes qu'Henri espérait qu'ils deviennent. Mais le chemin pour y arriver a été un enfer. Un enfer que j'ai choisi. Un enfer que j'ai traversé seul, haï par mes propres enfants, poursuivi en justice, insulté, rejeté. Pendant des mois, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Si j'étais une bonne mère. Si Henri aurait vraiment voulu que je détruise notre famille pour sauver ses valeurs. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai prié, mais je n'ai jamais regretté. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes enfants heureux, vraiment heureux, pas de ce bonheur factice acheté avec l'argent de papa, je sais que j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai sacrifié leur amour temporaire pour leur offrir quelque chose de plus précieux, leur dignité. La Fondation Henri Moreau a sauvé plus de 200 familles de vignerons. L'argent qu'Henri a passé sa vie à gagner continue de faire du bien, de nourrir des âmes, de changer des destins. Et mes enfants ont appris la plus dure des leçons. On ne mérite que ce qu'on construit soi-même. Mais voici la vraie question.
celle qui me hante encore parfois, la nuit, quand je regarde les étoiles au-dessus d'Arles. Ai-je été courageuse ou cruelle? Juste ou impitoyable? Une bonne mère ou une femme froide qui a puni ses enfants pour ne pas avoir été parfait? Henri me manque. Chaque jour, chaque nuit. Parfois, je lui parle encore. Je lui raconte comment les enfants vont. Comment ils ont changé. Comment ils sont devenus eux-mêmes. Et je crois qu'il me répond. Pas avec des mots. Avec le vent dans les vignes. Avec le sourire de mes petits-enfants. Avec la paix que je ressens enfin. Pendant 40 ans, j'ai été la femme d'Henri Moreau. Pendant 5 ans, j'ai été son infirmière, sa consolation, son dernier amour. Et pendant 10 ans maintenant, je suis la gardienne de sa mémoire et de ses valeurs. Mes enfants m'appellent chaque semaine. Ils viennent déjeuner le dimanche. Ils m'embrassent, me disent qu'ils m'aiment, qu'ils sont fiers de moi. Mais je me demande parfois si je n'avais pas fait ce choix terrible. Seraient-ils devenus ces personnes magnifiques qu'ils sont aujourd'hui? Ou seraient-ils restés ces étrangers élégants qui riaient dans un couloir pendant que leur père mourait, impatients de dilapider leur héritage? Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 68 ans. J'ai déshérité mes 3 enfants pour leur sauver la vie. Et je ne sais toujours pas si j'ai eu raison ou tort. Mais je sais une chose avec certitude. L'amour véritable n'est pas toujours doux. Parfois, il doit être dur pour être vrai. Et parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à ses enfants, c'est de leur refuser ce qu'ils veulent pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Même si ça nous brise le cœur. Cette histoire est vraie, c'est mon histoire. Et elle commence par ces mots terribles que j'ai entendus dans un couloir, un soir de novembre, pendant que l'homme de ma vie rendait son dernier souffle. Il était temps. Je vais dilapider mon héritage. Ce que mes enfants ne savaient pas, c'est que quelques heures plus tard, il n'y aurait plus aucun héritage à dilapider. Et que cette décision changerait nos vies à jamais. Je me souviens du jour où tout a commencé à se fissurer. Non pas le jour de la mort d'Henri. Cela, c'était l'effondrement final. La dernière pierre d'un édifice que je voyais s'écrouler depuis des années. Non, le vrai début, c'était un matin d'octobre, 3 ans avant sa mort, quand le docteur Renaud nous a convoqués dans son cabinet à Cavaillon pour nous annoncer le diagnostic. Cancer du pancréas, stade avancé. Peut-être 2 ans, avec de la chance. Henri avait serré ma main si fort que j'avais senti mes os craquer. Nous étions rentrés à la Bastide en silence, traversant les routes sinueuses du Luberon, où les vignes prenaient leurs teintes automnales, ces rouges et ces ors que j'avais toujours trouvés magnifiques, mais qui, ce jour-là, ressemblaient à du sang séché. Henri avait garé la voiture dans la cour gravillonnée, devant la fontaine en pierre, où l'eau coulait depuis 150 ans, et il était resté là, main sur le volant, à regarder fixement sa maison. « Élise !» avait-il murmuré. « Il faut que je te parle de quelque chose. » Nous étions entrés dans son bureau, cette pièce au rez-de-chaussée qui sentait le vieux cuir et le tabac à pipe qu'il avait arrêté de fumer 10 ans plus tôt, mais dont l'odeur s'était incrustée dans les murs. Il avait sorti une bouteille de son meilleur vin, un Châteauneuf du Pape de 1988, l'année de naissance de notre petit-fils que nous ne voyions jamais, et il avait rempli 2 verres. « Je veux que tu saches quelque chose », avait-il dit en me regardant droit dans les yeux, avec cette intensité qui m'avait fait tomber amoureuse de lui, 40 ans plus tôt, dans une fête de village à Roussillon. « Si je meurs, et que si les enfants ne sont pas là comme ils devraient l'être, je veux que tu changes le testament. Tout. Je ne veux pas qu'ils dilapident ce que j'ai construit. Dilapide. » Il avait déjà utilisé ce mot, comme s'il savait. Je m'appelle Élise Moreau, née Fontaine, et j'ai passé 58 ans de ma vie dans ce coin de Provence, que les touristes trouvent pittoresque, mais dont ils ne connaissent rien de la dureté. Je suis née à Gordes, dans une famille de paysans qui cultivaient la lavande et quelques oliviers. Mon père se levait à 4 heures du matin. Ma mère cousait des draps pour les hôtels de Avignon. Nous n'avions rien, mais nous avions tout. Le respect du travail, la fierté de nos mains calleuses, la certitude que rien ne nous serait donné gratuitement. Henri, je l'ai rencontré à 18 ans. Il était vigneron, fils de vigneron,
petit-fils de vigneron. Sa famille possédait 3 hectares de vignes près de Beaunieu. 3 hectares qui suffisaient à peine à nourrir une famille, mais qu'il regardait comme un royaume. Il avait des mains énormes, des yeux noisettes qui riaient tout le temps, et une façon de parler du vin comme d'autres parlent de poésie. Le vin, c'est la patience devenue liquide, m'avait-il dit lors de notre 2e rendez-vous, dans ce petit café de Gordes, où l'on servait du pastis et des olives cassées. Tu plantes, tu attends, tu tailles, tu attends encore, tu vendanges, et puis tu attends des années avant de savoir si ton travail valait quelque chose. Nous nous sommes mariés en 1967, à l'église Saint-Pierre de Gordes, sous un soleil écrasant de juin. Mes parents ont pleuré de joie. Les siens ont ouvert 3 bouteilles de leur meilleur millésime. Nous avons dansé jusqu'à l'aube sur la place du village. Et quand le curé est passé en rentrant de sa promenade matinale, il nous a bénis avec un sourire complice. Les premières années ont été difficiles. Henri travaillait 14 heures par jour dans les vignes. Moi, je tenais la comptabilité et je m'occupais de la maison que nous avions achetée avec un prêt qui nous semblait insurmontable. Une bastide du XVIIIe siècle, à moitié effondrée, avec des murs de pierre dorée et des volets qui ne fermaient même plus. Nous l'avons restaurée nous-mêmes, pierre par pierre, week-end après week-end. Mathieu est né en 1983, un printemps pluvieux, où les vignes ont failli pourrir sur pied. Je me souviens de l'avoir tenu dans mes bras, ce petit être rouge et hurlant, pendant qu'Henri courait dehors, vérifier si l'orage avait épargné les grappes. Il est revenu trempé jusqu'aux os, souriant. Elles ont tenu, le petit porte-chance. Camille est arrivée en 1987, l'année où Henri a racheté 5 hectares supplémentaires à un voisin qui partait en retraite. Elle était calme, observatrice, avec des yeux gris qui semblaient toujours chercher quelque chose au-delà de ce qu'on lui montrait. Je l'allaitais en surveillant les comptes, en répondant au téléphone, en négociant avec les négociants qui venaient acheter notre production. Et Lucas, notre surprise, est né en 1991, alors que je croyais ne plus pouvoir avoir d'enfant. Un bébé radieux, roux comme mon grand-père, qui riait tout le temps. Henri disait qu'il serait artiste. Il avait raison, mais pas comme nous l'espérions. Pendant des années, nous avons été heureux. Les dimanches, nous allions à la messe à Gordes, puis nous déjeunions en famille sous le grand chêne de la cour. Henri racontait des histoires de vignes. Les enfants jouaient dans les rangées de lavandes que j'avais plantées le long du mur. Et je me disais que nous avions réussi. Nous avions construit quelque chose de solide. Mais les enfants grandissent. Et en grandissant, ils s'éloignent. Mathieu est parti étudier à Paris à 18 ans, HEC, puis Sciences Po. Il revenait pour Noël et pour les vendanges, mais de moins en moins longtemps. Il avait honte, je crois, de ses origines. Honte de ses parents qui sentaient à la terre et le mou. Honte de cette maison où il n'y avait pas de piscine, comme chez ses nouveaux amis parisiens. Honte de ce père qui n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant étoilé. « Papa, tu devrais investir dans l'immobilier parisien », disait-il à chaque visite, en sirotant un verre de vin qu'il jugeait correct pour du régional. Les vignes, c'est dépassé. L'avenir, c'est la finance. Henri souriait, acquiesçait, ne disait rien, mais je voyais sa mâchoire se serrer. Camille a épousé un homme riche à 24 ans, un promoteur immobilier de Nice qui conduisait une Mercedes et parlait trop fort. Le mariage a duré 6 ans. Quand elle est revenue, divorcée, avec un goût du luxe et plus aucune envie de travailler, elle s'est installée dans un appartement à Aix-en-Provence que nous avons dû financer. « Juste le temps que je me retourne », disait-elle. Cela faisait maintenant 12 ans. Lucas, lui, s'est perdu dans des rêves impossibles. Peinture, sculpture, photographie. Chaque année un nouveau projet, financé par papa, qui ne menait nulle part. Il vivait à Lyon avec une compagne qui travaillait comme infirmière et supportait ses lubies. Mais même elle commençait à perdre patience. Et puis, est venu ce matin d'octobre, le diagnostic. Les jours qui ont suivi, j'ai appelé les enfants un par un. « Mathieu, c'est maman. Ton père est malade.
cancer. Tu peux venir ?» Un silence. « Cette semaine, c'est compliqué. J'ai une présentation importante. Je descendrai le week-end prochain. » Il n'est pas venu le week-end prochain, ni celui d'après. « Camille, ma chérie, papa a besoin de nous. » Des sanglots. « Oh maman, c'est horrible. Pauvre papa. Mais tu sais, en ce moment, je suis en pleine dépression. Je ne peux pas gérer ça en plus. Toi, tu es forte. Tu vas t'occuper de lui. Lucas, ton père. » « Ouais, maman, je sais. » Mathieu m'a dit « Écoute, je viens dès que je peux. Mais là, j'ai une expo à préparer. C'est super important pour ma carrière. » L'exposition n'a jamais eu lieu. Henri a commencé la chimiothérapie en novembre. Je l'accompagnais à Avignon 3 fois par semaine, dans ce service d'oncologie, où les murs étaient peints, en jaune pâle, comme si une couleur joyeuse pouvait masquer la mort qui rôdait. Il maigrissait, perdait ses cheveux, vomissait pendant des heures. Mais il tenait. Il voulait voir encore une récolte, encore un printemps, encore un Noël. Les enfants ont envoyé des fleurs, des cartes, des messages vocaux. Moi, je dormais sur un fauteuil dans notre chambre, pour être là quand il se réveillait en sueur, à 3 heures du matin, terrifié. Je lui lisais Le Petit Prince, son livre préféré, celui qu'il lisait aux enfants quand ils étaient carnets petits. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il fermait les siens et une larme coulait. Un soir de décembre, pendant que je lui préparais une soupe qu'il ne mangerait pas, il m'a appelé dans le bureau. « J'ai contacté Maître Blanchard », a-t-il dit. « J'ai changé le testament. » Il m'a tendu une enveloppe scellée. « Si tu penses, au moment de ma mort, qu'il ne mérite pas ce que j'ai construit, tu ouvres ça et tu fais ce qui est écrit. C'est toi qui décides. » Élise. « Toi seule ?» J'ai pris l'enveloppe. Elle pesait lourd dans ma main. Les mois ont passé, puis les années. Henri a survécu plus longtemps que les médecins ne l'avaient prédit. 2 ans sont devenus 3, puis 4, puis 5. Certains jours étaient presque normaux. Nous marchions dans les vignes. Il me montrait les bourgeons, parlait de greffe et de taille. D'autres jours, il ne pouvait pas sortir du lit. Les enfants venaient de temps en temps. Noël, Pâques, les anniversaires. Ils apportaient des cadeaux chers et inutiles. Une machine à café sophistiquée que nous n'utilisions jamais. Un abonnement à une salle de sport pour moi. Maman, tu devrais prendre soin de toi. Une tablette tactile pour Henri qui ne comprenait rien à la technologie. Il ne restait jamais plus de 2 heures. On a un dîner à Aix. Je dois rentrer à Paris, tôt demain. Ma vie continue, moi. Leur vie, toujours leur vie. Pendant ce temps, c'était Janine, notre voisine de 72 ans, qui venait m'aider à changer les draps. C'était le père Moulin, le curé de Gordes, qui passait 1 fois par semaine lire l'Évangile à Henri et prier avec lui. C'était Étienne, le contremaître des vignes, qui gérait tout le domaine pour que Henri n'ait pas à s'inquiéter. Un dimanche de mai, 5 ans après le diagnostic, Mathieu est descendu avec sa nouvelle compagne, une femme de 30 ans qui portait des talons de 12 cm et se plaignait que « ça sent bizarre ici ». Nous déjeunions dans la cour, sous le chêne. Henri mangeait à peine. Je lui avais préparé une purée qu'il avalait par petites bouchées. « Papa ?» a dit Mathieu en coupant son magret de canard. « Il faudrait qu'on parle d'investissement. Terre. Là, ça vaut une fortune maintenant, avec tous les Parisiens qui cherchent des résidences secondaires. Tu devrais vendre, placer l'argent dans des produits financiers. C'est ce que font les gens intelligents. » Henri a posé sa fourchette. Les gens intelligents ne vendent pas la terre de leurs ancêtres. Mathieu a ri, un rire méprisant. « Papa, sois réaliste. Tu vas mourir bientôt. À quoi ça sert de s'accrocher à ces cailloux ?» Le silence qui a suivi a duré une éternité. Henri s'est levé, lentement, en s'appuyant sur la table. Il a regardé son fils droit dans les yeux. « Sors de chez moi », a-t-il dit d'une voix blanche. Mathieu est parti en claquant la porte de sa BMW. Sa compagne a oublié son sac Vuitton dans l'entrée. Je l'ai retrouvé 3 jours plus tard et je l'ai mis dans un carton au grenier. Ce soir-là, Henri m'a dit « Tu te souviens de l'enveloppe ? N'oublie pas l'enveloppe. » Je n'avais jamais oublié. L'automne suivant, en octobre,
La maladie s'est aggravée brutalement. Les métastases s'étaient généralisées. Le docteur Renaud nous a convoqués. C'est une question de semaines maintenant. 1 mois, tout au plus. J'ai rappelé les enfants. Cette fois, ils sont tous venus. Mathieu a pris un jour de congé. Camille a annulé son cours de yoga. Lucas a fait le voyage depuis Lyon. Ils étaient là, dans le salon, assis sur le canapé en velours vert que nous avions acheté il y a 30 ans. Henri dormait à l'étage, assommé par la morphine. « Comment on organise les funérailles ?» a demandé Camille en se mouchant dans un mouchoir en dentelle. « Il n'est pas encore mort », ai-je répondu sèchement. « Oui, bien sûr, mais il faut anticiper, maman. Être pratique. Pratique. » Le mot m'a glacé le sang. Mathieu a sorti son ordinateur portable. J'ai regardé les prix des caveaux à Gordes. C'est hors de prix. On pourrait l'incinérer, ça coûte 3 fois moins cher. Ton père veut être enterré à côté de ses parents, ai-je dit. C'est écrit noir sur blanc, dans ses volontés. Lucas a haussé les épaules. De toute façon, il sera mort. Il s'en fout. Je me suis levée et je suis montée dans notre chambre. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé Henri dormir. Sa poitrine qui se soulevait difficilement, ses mains décharnées posées sur le drap blanc. « Mon amour », ai-je murmuré, « je crois que tu avais raison. » Il a ouvert les yeux. Il m'a souri faiblement. « L'enveloppe », a-t-il chuchoté. Le mardi suivant, le Mistral s'est levé tôt le matin. Ce vent violent qui descend du nord et rend fou les Provençaux. Henri a ouvert les yeux vers 6 heures. Il était lucide, calme. Il m'a demandé d'ouvrir les volets pour qu'il puisse voir les vignes, une dernière fois. « Elles sont belles », a-t-il dit. « Tout ce travail, toutes ces années, ça valait la peine, n'est-ce pas ?»« Oui, mon amour, ça valait la peine. » Vers 10 heures, les enfants sont arrivés, tous les 3, ensemble. Ils sont montés dans la chambre, ont embrassé leur père sur le front, ont dit quelques mots convenus. Henri a souri, a murmuré qu'il les aimait, qu'il avait été fier d'eux. Puis, il m'a regardé. J'ai besoin de repos maintenant. J'ai fait sortir tout le monde. Les enfants sont descendus au salon. Je suis restée avec Henri encore quelques minutes, puis je suis descendue leur préparer du café. C'est en traversant le couloir, à l'étage, que je les ai entendus. Ils parlaient à voix basse dans l'escalier, croyant que je ne pouvais pas les entendre. Mais la Bastide a une acoustique particulière. Les murs de pierre renvoient main les sons. Franchement, il était temps, disait Mathieu. Je n'en pouvais plus de cette agonie. Moi non plus, répondait Camille. Et puis, soyons honnêtes, on va enfin pouvoir respirer. Financièrement, je veux dire. Lucas riait. Moi, je sais déjà ce que je vais faire de ma part. Je pars à Bali 6 mois. Après, je loue un atelier énorme à Lyon. Je veux dilapider mon héritage en faisant enfin ce que j'aime. Dilapider, ce mot, encore. Papa a bien géré au moins, continuait Mathieu. Maître Blanchard m'a fait comprendre qu'on parle de plusieurs millions. Les vignes, les propriétés, les investissements. On est riches, les gars. On vend tout direct, non ? Demandait Camille. Je ne veux pas m'embêter avec des vignes. Je veux du cash immédiat. Évidemment qu'on vend tout. Tu nous vois, nous, vignerons ? On n'est pas des paysans. Ils ont ri, les 3, comme si c'était une blague. Je me suis appuyée contre le mur. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Paysan, le mot que mon père utilisait avec fierté. Le mot qu'Henri prononçait avec honneur. Je suis retournée dans la chambre. Henri dormait, ou faisait semblant. Je me suis assise près de lui. J'ai pris sa main. Il a ouvert un œil. « Tu as entendu ?» ai-je murmuré. Il a hoché la tête imperceptiblement. « L'enveloppe !» a-t-il répété. Je suis restée avec lui toute la journée. Les enfants sont repartis en début d'après-midi, prétextant des obligations. « On revient demain !» ont-ils promis. Le soir est tombé. Henri s'est endormi vers 20h. À 23h, sa respiration a changé. Je tenais sa main. J'ai appelé le docteur Renaud, mais je savais que c'était trop tard. Henri est mort à 23h37, un mardi de novembre, avec le Mistral qui hurlait dehors et faisait trembler les volets. Je l'ai tenu contre moi pendant 1 heure. Puis,
J'ai appelé les enfants. Ils sont arrivés vers 1h du matin. Ils ont pleuré. De vraies larmes, je crois. Mais derrière ces larmes, je voyais autre chose. Du soulagement, de l'impatience. À 3h du matin, ils sont montés se coucher dans leurs anciennes chambres. Et moi, je suis descendue dans le bureau d'Henri. J'ai sorti l'enveloppe du tiroir secret, celui que je suis seule à connaître, derrière les faux livres de comptabilité. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, les nouvelles dispositions testamentaires, signées et certifiées. Et une lettre manuscrite d'Henri, pour moi. Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que nos enfants ont montré leur vrai visage. Je ne leur en veux pas. C'est ma faute, peut-être. Je leur ai trop donné, trop facilement. Je pensais leur apprendre la valeur du travail, mais je leur ai seulement appris à attendre l'héritage. Fais ce qui est écrit dans ces documents. Donne tout. Que mon argent serve à ceux qui en ont besoin, à ceux qui travaillent, à ceux qui souffrent. Que mes terres continuent de nourrir, mais pas leur ventre. Leurs âmes, peut-être. Et toi, ma belle Élise, ma guerrière, ma femme, va vivre, va respirer, va te reposer. Tu as mérité la paix. Je t'aime, pour toujours. Henri. J'ai plié la lettre. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Blanchard. C'est Élise Moreau. J'ai besoin de vous, maintenant. Il est venu à 5h du matin, discret, par la porte de derrière. Nous nous sommes enfermés dans le bureau. Nous avons vérifié chaque document, chaque signature, chaque clause. À 7h, tout était en ordre. À 8h, j'ai fait mon sac. Quelques vêtements, quelques photos. Mon alliance et celle d'Henri. La lettre. Les enfants dormaient encore quand je suis montée dans ma Peugeot. Le soleil se levait sur les vignes. Elles étaient magnifiques, ces vignes, dans la lumière dorée du matin. J'ai roulé jusqu'à Arles, vers l'appartement que j'avais loué 6 mois plus tôt, secrètement, en prévision de ce moment. Un petit 2 pièces avec vue sur les arènes romaines, un endroit où personne ne me connaissait. J'ai garé la voiture, je suis montée, j'ai ouvert les volets et j'ai attendu. Le téléphone a sonné à 11h. Mathieu. Je n'ai pas décroché. Puis Camille, puis Lucas, puis encore Mathieu. À 15h, j'avais 43 appels manqués. Maître Blanchard leur avait annoncé la nouvelle. Il n'y avait plus d'héritage, plus un centime, plus une pierre. Tout avait été donné, légalement, irrévocablement. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise près de la fenêtre. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai respiré. Les premiers jours à Arles ont été étranges, silencieux. J'ouvrais les yeux le matin dans ce petit appartement aux murs blancs, et pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Puis la réalité revenait, brutale. Henri était mort. J'étais partie. Les enfants savaient. Mon téléphone restait éteint dans le tiroir de la commode. Je l'allumais 1 fois par jour, juste pour vérifier les messages. Puis je l'éteignais immédiatement. Les appels se comptaient par dizaines. Les messages vocaux s'accumulaient. Je les écoutais parfois. Le soir, assise sur le petit balcon qui donnait sur les arènes romaines, avec un verre de vin rouge que j'achetais au supermarché du coin. Le premier message que j'ai écouté était de Mathieu. Sa voix était méconnaissable, aigre, hystérique. « Maman, c'est quoi ce bordel ? Blanchard dit que papa a tout donné ? Tout ? C'est impossible. C'est de la manipulation. Tu as manipulé un homme mourant. Je vais porter plainte. Tu m'entends ? Je vais te traîner en justice. Rappelle-moi immédiatement. » J'ai supprimé le message. Le deuxième était de Camille. Elle pleurait. « Maman, s'il te plaît. Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça ? J'ai des dettes, maman, tu le sais. J'ai besoin de cet argent. Je vais me retrouver à la rue. Tu peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Rappelle-moi, s'il te plaît. On peut arranger ça. » J'ai supprimé le message. Le troisième était de Lucas. Lui ne pleurait pas. Il était froid, calculateur. « Maman, je sais ce que tu as fait. Maître Blanchard nous a tout expliqué. Tu as utilisé une procuration pour changer le testament. C'est légal, certes, mais moralement, c'est dégueulasse. Papa était malade, sous influence médicamenteuse.
N'importe quel juge comprendra. On va casser ce testament. Et quand on aura récupéré notre argent, ne compte plus jamais nous revoir. J'ai supprimé le message. 43 appels en une journée. Puis 57 le lendemain. Puis 32. Puis 10. Puis plus rien. Le silence était assourdissant. J'ai commencé à explorer Arles, cette ville que je connaissais mal, malgré 40 ans passés en Provence. Je marchais le long du Rhône, regardais les péniches passer, m'asseyais sur les bancs publics pour observer les gens. Personne ne me connaissait, ici. J'étais anonyme, libre. Le samedi matin, je suis allée au marché. Le marché d'Arles, immense, coloré, bruyant. J'ai acheté des tomates, du fromage de chèvre, des olives. Une vieille dame qui vendait de la lavande m'a souri. « Vous êtes nouvelle dans le quartier ?»« Oui, je viens d'emménager. »« Bienvenue, alors. Tenez, prenez ce bouquet, cadeau de bienvenue. » J'ai pris la lavande. Son parfum m'a rappelé la Bastide, les champs autour de Gordes, mon enfance. J'ai remercié la dame et je suis rentrée chez moi avec les larmes aux yeux. C'était le premier geste de gentillesse gratuite que je recevais depuis des années. Une semaine après la mort d'Henri, Maître Blanchard m'a appelé sur le téléphone fixe de l'appartement, le seul numéro que je lui avais donné. « Madame Moreau, il faut que nous parlions. Vos enfants ont pris un avocat, Maître Dufresne, de Marseille. Un bon avocat, malheureusement. Il conteste le testament. » Mon cœur s'est serré. Ils peuvent faire ça ? Ils peuvent essayer. Ils vont plaider l'influence indue, la manipulation, l'altération du jugement. Mais nous avons tous les documents nécessaires. Le certificat médical datant de 3 ans, avant même le diagnostic. Les signatures, les témoins. Votre mari était parfaitement lucide quand il a pris ses dispositions. Qu'est-ce que je dois faire ? Pour l'instant, rien. Je gère. Mais il faudra peut-être que vous veniez témoigner si ça va jusqu'au tribunal. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le soir même, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Camille. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Comment avait-elle trouvé mon adresse ? Elle a sonné encore. Encore. Puis, elle s'est mise à frapper. « Maman ! Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre. Il faut qu'on parle. » Je suis restée immobile, le dos contre la porte, retenant ma respiration. « Maman, s'il te plaît, j'ai nulle part où aller. J'ai été expulsée de mon appartement. Je dors chez une amie, mais je peux pas rester. J'ai besoin de toi. » Sa voix se brisait. Elle pleurait vraiment. J'ai fermé les yeux. Mon instinct maternel me criait d'ouvrir. Mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, me retenait. « Maman, je sais que j'ai été une mauvaise fille. Je sais que je n'étais pas là pour papa. Mais je peux changer. Donne-moi une chance. On est une famille. Une famille. » Ce mot. Elle est restée encore 10 minutes. Puis, elle est partie. Je l'ai entendue descendre les escaliers, en sanglotant. J'ai passé la nuit assise sur mon canapé, incapable de dormir. Avais-je fait le bon choix ? Étais-je une mauvaise mère ? Une femme cruelle ? Le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau et je suis allée à l'église Saint-Trophime, la cathédrale d'Arles. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas allée à l'église depuis l'enterrement d'Henri, 2 semaines plus tôt, à Gordes, où j'étais arrivée en retard et repartie immédiatement après, évitant mes enfants qui me cherchaient du regard. L'église était presque vide. Quelques vieilles dames récitaient leur chapelet. J'ai allumé un cierge pour Henri, puis je me suis assise sur un banc du fond. Un prêtre d'une 50aine d'années est venu s'asseoir à côté de moi. Pas trop près, juste là. « Vous avez l'air tourmenté », a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Parfois, nous devons faire des choix difficiles, des choix qui blessent les autres, mais qui sont justes. Je l'ai regardé. Comment savoir si c'est juste ? Il a souri. « On le sait, ici. » Il a posé sa main sur son cœur. « Pas dans la tête, dans le cœur. Si votre cœur est en paix, malgré la douleur, c'est que vous avez fait ce qui devait être fait. Mon cœur n'est pas en paix. Pas encore, mais il le sera. Laissez le temps faire son œuvre. Et priez, pas pour que Dieu vous donne raison, mais pour qu'il vous donne la force de supporter les conséquences de vos choix.
Il s'est levé et est reparti. Je suis restée là encore 1 heure, à regarder les vitraux, à écouter le silence de Pierre. 3 semaines après la mort d'Henri, Mathieu a débarqué chez moi. Cette fois, je n'ai pas pu l'éviter. Il m'attendait en bas de l'immeuble, appuyé contre sa BMW. Il avait maigri, des cernes noires sous les yeux. « Maman, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Moi, j'ai beaucoup à te dire. Monte dans la voiture, ou je fais un scandale ici devant tous tes voisins. » Je suis montée. Nous avons roulé en silence jusqu'aux berges du Rhône. Il s'est garé, a coupé le moteur. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Sa voix tremblait. « Tu as détruit ma vie, notre vie. Camille va finir SDF. Lucas a dû retourner vivre chez sa copine qui ne le supporte plus. Et moi, je vais devoir vendre mon appartement parisien. Je vais devoir travailler, vraiment travailler, comme un employé lambda. Ton père a travaillé toute sa vie, vraiment travaillé, dans les vignes, sous le soleil, sous la pluie. Papa était un paysan. Moi, je ne suis pas un paysan. J'ai fait des études. J'ai un statut social. Tu as un statut que ton père t'a payé, avec son travail de paysan. » Il a frappé le volant. « Putain, maman, pourquoi tu nous fais ça? C'est notre héritage, notre argent. » Non, c'était l'argent d'Henri. Et il a décidé de le donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Nous, on en a besoin. J'ai tourné la tête vers lui. « Besoin? Vraiment? Tu confonds besoin et envie, Mathieu. Envie d'une Porsche. Envie de vacances luxueuses, envie de paraître riche sans avoir à travailler pour. On est tes enfants, on mérite cet argent, on est sa chair et son sang. Vous étiez ses enfants, mais vous n'avez pas été là quand il mourait. Vous n'étiez pas là quand il vomissait ses tripes à cause de la chimio. Vous n'étiez pas là quand il se réveillait, en pleurant, à 3 heures du matin. Moi, j'étais là. Janine était là. Le père Moulin était là. Étienne était là. Mais vous étiez occupés à vivre vos vies, à attendre qu'il crève pour récupérer le magot. Le silence est retombé. Mathieu pleurait, de vraies larmes, cette fois. Je sais qu'on n'a pas été parfait, mais on l'aimait, papa. Je ne dis pas le contraire. Mais aimer ne suffit pas, Mathieu. Il faut être là. Il faut donner de son temps, de son énergie, de sa présence. L'amour, c'est des actes, pas des mots. On peut rattraper ça. Laisse-nous rattraper ça. Annule cette donation. On fera mieux. Je te le promets. » J'ai secoué la tête. C'est trop tard. Et même si je le pouvais, je ne le ferai pas. Parce que ton père avait raison. Vous n'avez pas besoin d'héritage. Vous avez besoin d'apprendre à vous débrouiller seul. À construire quelque chose par vous-même. Comme lui l'a fait. Comme je l'ai fait. Tu es cruel. Non, je suis juste. Il m'a raccompagnée en silence. En sortant de la voiture, je me suis retournée. « Mathieu, si un jour tu comprends vraiment ce que ton père a voulu t'enseigner, tu sauras où me trouver. Mais pas avant. » Il est reparti sans un mot. Le procès a eu lieu en mars, 4 mois après la mort d'Henri. Je suis retournée à Cavaillon, au tribunal de grande instance, avec Maître Blanchard. La salle était froide, impersonnelle. Mes 3 enfants étaient assis du côté opposé, avec leur avocat, Maître Dufresne, un homme au costume impeccable et au sourire de prédateur. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au regard perçant. Elle s'appelait Madame Ferreira. Maître Dufresne a plaidé pendant 1 heure. Il a parlé d'influence indue, de manipulation d'un homme affaibli par la maladie, de spoliation d'héritage. Il a fait témoigner mes enfants, un par un. Camille a pleuré en racontant comme elle aimait son père, comme elle regrettait de ne pas avoir été plus présente. Mais que maman avait toujours été possessive. Elle ne nous laissait pas approcher papa. Elle voulait tout contrôler. Lucas a témoigné que son père était sous morphine, qu'il ne pouvait pas avoir pris une décision aussi radicale en pleine possession de ses moyens. Mathieu a dit que j'étais une femme amère, jalouse de la réussite de ses enfants, qui voulait les punir pour avoir quitté la Provence. Je les écoutais, assise sur le banc dur, et je ne les reconnaissais plus. Qui étaient ces étrangers? Ces menteurs habiles? Où étaient morts mes enfants? Puis ça a été mon tour.
Maître Blanchard m'a fait monter à la barre. J'ai prêté serment. « Madame Moreau, pouvez-vous nous expliquer les circonstances dans lesquelles ce Nouveau Testament a été établi ?» J'ai respiré profondément. J'ai raconté le diagnostic, les 5 années de maladie, les absences répétées des enfants, la conversation dans l'escalier, le dernier jour, les mots prononcés, dilapidés. Il était temps. J'ai montré la lettre d'Henri, celle qu'il m'avait écrite et laissée dans l'enveloppe scellée. Maître Blanchard l'a lue à haute voix. Dans la salle, le silence était total. Puis Maître Dufresne s'est levé pour me contre-interroger. « Madame Moreau, vous nous demandez de croire que votre mari, mourant, a décidé de déshériter ses propres enfants sur la base d'une conversation que vous auriez surprise. Ce n'est pas moi qui demande quoi que ce soit. C'est la volonté d'Henri. Une volonté très opportune pour vous, non? Vous qui héritez d'un contrôle total sur la donation. Je n'ai rien hérité. Je vis dans un petit appartement à Arles que je loue avec ma petite retraite. Mais vous avez le pouvoir de blesser vos enfants. J'ai le pouvoir d'exécuter les volontés de mon mari, des volontés que personne ne peut vérifier, puisque Monsieur Moreau est mort. » Maître Blanchard s'est levé. « Objection, Madame le juge. Nous avons un certificat médical attestant de la pleine capacité mentale de Monsieur Moreau au moment de la signature. Nous avons 2 témoins, dont Maître Blanchard lui-même. Et nous avons cette lettre, authentifiée par un expert en graphologie. » Madame Ferreira a hoché la tête. Objection retenue. Maître Dufresne, autre chose? L'avocat a hésité. Puis, il a joué sa dernière carte. Madame Moreau, n'êtes-vous pas simplement une femme aigrie qui punit ses enfants pour ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes? La question m'a frappée comme une gifle. J'ai senti les larmes monter. Je les ai refoulées. Je suis une femme qui a aimé son mari pendant 40 ans, qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle, qui a respecté sa volonté même quand c'était déchirant. Si c'est ça, être aigri, alors oui, je le suis. Vous ne regrettez pas? Voir vos enfants dans cette situation ne vous fait pas mal? J'ai regardé Mathieu, Camille, Lucas. Ils me fixaient avec une haine froide. Si, ça me fait mal, chaque jour. Mais je préfère avoir mal en ayant respecté la mémoire d'Henri que d'être en paix en trahissant ce qu'il croyait juste. Le juge a levé la séance. Le délibéré serait rendu dans 2 semaines. Je suis sortie du tribunal sous une pluie fine. Maître Blanchard marchait à côté de moi. « Vous avez été remarquable, Madame Moreau. Je ne me sens pas remarquable. Je me sens épuisée. Le juge va trancher en notre faveur. J'en suis certain. Et si elle ne le fait pas, alors on fera appel. Mais elle le fera. Vous avez dit la vérité. Ça s'entendait. » En rentrant à Arles, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. « Maman, c'est Lucas. Ne réponds pas si tu ne veux pas. Mais je voulais juste dire, je suis désolée. Pour ce que j'ai dit à la barre, l'avocat m'a demandé de dire ça. Mais c'était faux. Tu n'es pas aigri. Tu es juste. Juste. Papa aurait été fier de toi. » J'ai relu le message 10 fois. Puis je l'ai sauvegardé. Le délibéré est tombé un mardi matin. Maître Blanchard m'a appelé. Nous avons gagné. Le testament est validé. Tous les arguments de la défense ont été rejetés. Le juge a même ajouté un commentaire dans son jugement. Le respect des dernières volontés d'un défunt prime sur les attentes légitimes, ou non, des héritiers. C'est une victoire totale, Madame Moreau. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré. Pas de joie, pas de tristesse, de soulagement. C'était fini. Le soir même, Camille était venue sonner à ma porte. Je l'ai reconnue par le Judas. Cette fois, j'ai ouvert. Elle était méconnaissable. Maigre, les cheveux mal coiffés, des vêtements bon marché. Elle tenait un sac plastique à la main. « Maman, entre !» Nous nous sommes assises face à face, sur le petit canapé. Camille ne pleurait pas. Elle regardait ses mains. « Je voulais te ramener ça. » Elle a sorti du sac une photo encadrée. Une photo de nous tous, il y a 20 ans, dans la cour de la Bastide. Henri souriait, moi aussi. Les enfants riaient. Nous étions heureux.
Je l'ai volée à la maison avant que tout soit vendu. Je me disais que je la garderais pour me souvenir. Mais je crois que c'est toi qui devrais la voir. J'ai pris la photo. Le verre était fissuré. Camille. Non, laisse-moi finir. J'ai compris. Pas tout de suite. Mais là, après le jugement, après avoir entendu la lettre de papa lue à haute voix, j'ai compris. On était des monstres. Des enfants gâtés et égoïstes qui ne pensaient qu'à eux. Et toi, tu étais là, toujours, sans rien demander. Tu n'étais pas un monstre. Tu étais juste perdu. Je le suis toujours. Mais maintenant, au moins, je le sais. J'ai trouvé un travail, serveuse dans un restaurant à Aix. C'est dur. Mes pieds me font mal. Les clients sont pénibles. Mais c'est mon argent, celui que je gagne. Et ça change tout. J'ai pris sa main. Ton père serait fier de toi. Tu crois? J'en suis sûre. Elle est restée 1 heure. Nous avons bu du thé. Nous avons parlé de choses simples. De son travail, de ma vie à Arles, de la météo. Pas d'Henri, pas de l'héritage, pas du procès. En partant, elle m'a embrassée sur la joue. Je peux revenir? Quand tu veux. 2 semaines plus tard, Lucas m'a écrit une longue lettre. Il s'excusait. Pour tout. Il expliquait qu'il avait quitté Lyon, qu'il était retourné vivre en Provence, à Apt, dans un petit studio, qu'il avait trouvé un travail dans une coopérative viticole, qu'il apprenait le métier de vigneron, le métier de son père. Je comprends maintenant ce que papa essayait de nous apprendre. La valeur du travail, la patience, l'humilité. Je ne sais pas si je serai un jour aussi bon que lui, mais j'essaie. Chaque jour, j'essaie. J'ai pleuré en lisant sa lettre. Mathieu, lui, ne m'a jamais contacté. J'ai appris par Camille qu'il avait vendu son appartement, quitté Paris, accepté un poste de directeur commercial dans une PME à Marseille. Il travaillait enfin. Mais il ne m'avait pas pardonné. Peut-être qu'il ne me pardonnerait jamais. Peut-être que ce n'était pas grave. 6 mois après le procès, je suis retournée à Gordes, au cimetière, où Henri repose sous l'olivier que mon père avait planté il y a 60 ans. J'ai apporté des fleurs, de la lavande du marché d'Arles. Mon amour, ai-je murmuré en m'agenouillant sur la terre sèche. J'ai fait ce que tu m'as demandé. C'était dur, ça l'est encore. Mais je crois que tu avais raison. Les enfants, ils changent. Pas tous, pas vite, mais ils changent. Le vent soufflait doucement dans les branches de l'olivier. J'ai fermé les yeux et j'ai senti sa présence. Pas comme un fantôme, comme une certitude, un apaisement. Henri était en paix et moi, lentement, je le devenais aussi. 1 an après la mort d'Henri, j'ai reçu une invitation inattendue. Une enveloppe beige, épaisse, avec mon nom écrit à la main. À l'intérieur, un carton gravé. La Fondation Henri Moreau, pour l'aide aux familles vigneronnes, vous invite à sa cérémonie inaugurale. J'ai relu 3 fois. Fondation Henri Moreau. Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai appelé Maître Blanchard. Ah, Madame Moreau, j'allais vous appeler justement. Les associations bénéficiaires de la donation ont décidé de créer une fondation au nom de votre mari. Avec une partie des fonds, ils vont aider les familles de vignerons en difficulté. Formation, microcrédit, soutien matériel. L'inauguration aura lieu à Gordes, dans la salle des fêtes. Ils aimeraient beaucoup que vous soyez présente. Mon cœur s'est serré. Retourner à Gordes, revoir la Bastide, les vignes, tous ces souvenirs. Je ne sais pas si je peux. Madame Moreau, Henri serait fier de voir son nom porté par une telle initiative. Et je crois que vous avez besoin de voir l'impact de ce que vous avez fait. Ce n'était pas juste une punition pour vos enfants. C'était un acte de générosité qui change des vies. J'ai accepté. Le jour de l'inauguration, un samedi de septembre, exactement 1 an après la mort d'Henri, je me suis réveillée avec un nœud dans l'estomac. J'ai enfilé une robe simple, bleu marine, celle que je portais pour les occasions importantes. J'ai pris ma vieille Peugeot et j'ai roulé vers Gordes. La route m'était si familière que mes mains tournaient, le volant toute seule. Chaque virage, chaque panneau, chaque arbre me ramenait 40 ans en arrière. J'ai traversé Roussillon avec ses façades ocre, puis Beaunieu, perché sur sa colline. Et enfin Gordes,
Ce village de pierre dorée accroché à la montagne comme un nid d'aigle. La salle des fêtes était décorée simplement. Des photos d'Henri agrandies sur des panneaux. Lui dans les vignes. Lui avec ses employés. Lui souriant, toujours souriant. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Il y avait beaucoup de monde. Des vignerons du coin, des représentants des associations, le maire de Gordes, quelques journalistes de la presse locale. Et dans le fond, assis discrètement, Lucas. Nos regards se sont croisés. Il m'a souri faiblement. Je lui ai rendu son sourire. La cérémonie a commencé. Le président du Secours catholique a pris la parole pour expliquer le projet. Puis une jeune femme est montée sur l'estrade. Elle devait avoir 25 ans, cheveux bruns attachés, regard déterminé. Je m'appelle Léa Bertrand. Mon père était vigneron dans le Vaucluse. Il y a 3 ans, une série de mauvaises récoltes et des problèmes de santé l'ont mis en faillite. Il a perdu ses vignes, sa maison, tout. Il a sombré dans la dépression. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour nourrir la famille. Moi, j'ai dû arrêter mes études. Nous étions au bord du gouffre. Sa voix tremblait légèrement. Grâce à la fondation Henri Moreau, mon père a pu suivre une formation en gestion d'exploitation. Il a obtenu un microcrédit pour redémarrer, sur un petit terrain. Aujourd'hui, il travaille à nouveau. Il sourit à nouveau. Notre famille s'est reconstruite. Monsieur Moreau ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas mon père. Mais son argent, son héritage, nous a sauvés. Et nous ne sommes pas les seuls. Elle a montré une photo projetée sur le mur. 12 familles, 12 histoires similaires. Monsieur Moreau était un homme bon. Et Madame Moreau, sa femme, a eu le courage de respecter sa volonté même au prix de déchirements personnels. Je voulais les remercier tous les deux. Merci. Les applaudissements ont éclaté. Je pleurais sans bruit, assise au premier rang. Lucas est venu s'asseoir à côté de moi. Il a pris ma main sans rien dire. Après la cérémonie, nous avons marché dans les rues de Gordes, Lucas et moi. Il me parlait de son travail à la coopérative, de ce qu'il apprenait, de la difficulté du métier, mais aussi de la satisfaction profonde qu'il en tirait. « Papa me manque », a-t-il dit soudain. « Tellement. Je donnerais tout pour qu'il soit là, pour qu'il puisse voir que j'ai compris, que j'essaie de marcher dans ses pas. Il te voit, Lucas, j'en suis sûre. Tu crois au paradis, maman ? Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et je crois que ceux qui ont aimé veillent sur ceux qui restent. Nous sommes arrivés devant l'église Saint-Pierre, celle où Henri et moi nous étions mariés. Lucas s'est arrêté. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Tu me pardonnes ? Pour tout ce que j'ai dit, fait ? Pour ne pas avoir été là ? J'ai pris son visage entre mes mains, comme quand il était petit. Lucas, le pardon, c'est pas quelque chose qu'on donne une fois pour toutes. C'est un chemin, long, difficile. Certains jours, je te pardonne facilement. D'autres jours, ça me fait encore mal. Mais je marche sur ce chemin. Et toi aussi. Et c'est ça qui compte. Il a pleuré dans mes bras. Mon petit garçon de 35 ans qui pleurait comme un enfant. En fin d'après-midi, j'ai pris une décision. J'ai demandé à Lucas de m'accompagner à la Bastide. Tu es sûre ? C'est plus à nous, maman. Je sais. Mais j'ai besoin de la revoir une dernière fois. Nous avons pris ma voiture. La route jusqu'à la propriété était bordée de vignes, qui prenaient fort leurs couleurs automnales. Nos vignes. Les vignes d'Henri. Elles appartenaient maintenant à la fondation, gérée par Étienne et son équipe. Nous nous sommes garés devant le portail. La Bastide était toujours là, magnifique. Les volets fraîchement repeints, la cour impeccablement entretenue. Étienne nous attendait, prévenu par Maître Blanchard. « Madame Moreau !» il a dit en me serrant dans ses bras. « Bienvenue chez vous. Ce n'est plus chez moi, Étienne. Ça le sera toujours. Monsieur Henri voudrait que vous le sachiez. Il nous a fait visiter. Tout était resté presque identique. Le bureau d'Henri intact, avec ses dossiers, ses vieux livres sur la vigne, sa pipe oubliée sur l'étagère, la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, la chambre où Henri était mort, transformée maintenant en salle de formation pour les jeunes vignerons. Nous accueillons des stagiaires, expliquait Étienne, des jeunes qui veulent apprendre le métier.
Nous leur enseignons ce que Monsieur Henri m'a enseigné. Le respect de la terre, la patience, l'humilité. Votre mari est devenu une sorte de légende ici. Un modèle. Lucas écoutait, fasciné. Je pourrais venir suivre une formation ici? Étienne a souri. Vous êtes le fils d'Henri Moreau. Cette porte vous sera toujours ouverte. Nous sommes sortis dans les vignes. Le soleil déclinait, projetant des ombres longues entre les rangs. J'ai marché jusqu'au bout du domaine, là où Henri aimait s'asseoir le soir pour contempler son travail. Je me suis assise sur le muret de pierre. Lucas s'est assis à côté de moi. « Maman, est-ce que tu regrettes? Je veux dire, vraiment. Tu aurais pu garder tout ça, vivre ici tranquillement, être riche. » « Riche? Lucas, j'ai été riche toute ma vie. Pas d'argent, de moments, de souvenirs, d'amour. Ça, personne ne peut me le prendre. Et nous, tes enfants, tu ne regrettes pas de nous avoir punis? » J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne vous ai pas punis. J'ai respecté la volonté de votre père. Mais tu veux que je te dise la vérité? Si je devais refaire ce choix aujourd'hui, je le referais. Parce que cet argent fait plus de bien dans les mains de la Fondation qu'il n'en aurait jamais fait dans les vôtres. Et parce que vous apprendre la valeur des choses valait tous les héritages du monde. Mathieu ne te pardonnera jamais, tu sais? Je sais. Et ça me fait mal. Mais je ne peux pas vivre ma vie en attendant le pardon de mes enfants. Je dois vivre avec mes propres choix, mes propres convictions. Le soleil a disparu derrière les collines. Les vignes se sont teintées de mauve. « Je t'aime, maman », a murmuré Lucas. « Moi aussi, mon chéri, moi aussi. » 2 mois plus tard, en novembre, j'ai reçu une lettre de Camille. Elle m'annonçait qu'elle avait été promue responsable de salle dans son restaurant. Que pour la première fois de sa vie, elle gagnait correctement sa vie. Qu'elle avait loué un petit appartement à elle, sans l'aide de personne. Elle terminait par ces mots. « Maman, je comprends maintenant ce que papa essayait de nous apprendre. La dignité ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on construit. Je ne suis pas encore la femme que je voudrais être, mais j'y travaille. Merci de ne pas avoir cédé. Merci d'avoir été forte quand nous étions faibles. Je t'aime. » J'ai gardé cette lettre dans le tiroir de ma table de nuit, avec celle de Lucas et celle d'Henri. En décembre, pour le premier anniversaire de la mort d'Henri, j'ai organisé une petite cérémonie au cimetière de Gordes. J'avais invité Camille et Lucas. Je ne savais pas si Mathieu viendrait. Il était venu. Amaigri, vieilli, les cheveux grisonnants. Il est resté à l'écart pendant toute la cérémonie, les mains dans les poches de son manteau. Quand tout le monde est parti, il s'est approché de la tombe. « Salut, papa », a-t-il murmuré. « Je sais pas quoi dire. Je suis désolée. Pour tout. » Je me suis levée pour partir, pour lui laisser de l'intimité. Mais il m'a appelée. « Maman, attends. » Je me suis retournée. Mathieu avait les larmes aux yeux. « Je ne peux pas te dire que je comprends, que j'accepte, que je pardonne. Pas encore. C'est trop dur. Mais je voulais que tu saches que j'essaie. Vraiment. Je travaille. Pour la première fois de ma vie, je travaille sans filet. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Je commence à comprendre ce que papa ressentait. Cette fierté du travail accompli. Mathieu. Non, laisse-moi finir. Tu avais raison. On était des monstres. Des enfants gâtés qui ne pensaient sur qu'à nous. Papa le savait. Toi aussi. Et vous avez eu le courage de nous le montrer, même si ça faisait mal. Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour. Mais je respecte ton choix. Et celui de papa. Il est parti sans m'embrasser. Mais c'était un début. Les mois ont passé. L'hiver, le printemps, l'été. Ma vie à Arles s'est installée dans une routine paisible. Le marché du samedi, les promenades le long du Rhône, le bénévolat à la bibliothèque où j'aidais les enfants à lire. Les visites régulières de Camille, qui venait déjeuner le dimanche. Les appels de Lucas qui me racontait ses progrès dans les vignes. Mathieu, lui, m'envoyait une carte postale de temps en temps. Quelques mots. « Je vais bien. Le travail est dur, mais je tiens. » Mathieu. Pas de « je t'aime ». Pas de « tu me manques ». Mais c'était déjà ça. Un jour de septembre, 2 ans après la mort d'Henri.
On a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Une jeune femme se tenait là, la trentaine, enceinte, l'air timide. « Madame Moreau, je suis Sophie, la compagne de Lucas. Il m'a beaucoup parlé de vous. Je voulais vous rencontrer avant que le bébé naisse. Un bébé. Lucas allait être père. Je l'ai fait entrer. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment Lucas avait changé. Comment il s'était battu pour devenir quelqu'un de bien. Comment il parlait de son père avec admiration et regret. Il dit que c'est grâce à vous s'il a trouvé sa voie. Que vous lui avez donné la plus belle leçon de sa vie. Je lui ai simplement montré que l'amour, parfois, doit être dur pour être vrai. Le bébé est né en novembre. Un petit garçon. Lucas m'a appelé de l'hôpital, la voix tremblante d'émotion. « Maman, c'est un garçon. On l'a appelé Henri. » J'ai pleuré au téléphone. Mon petit-fils, Henri, le cercle qui se refermait. Je suis allée le voir à la maternité d'Apté. Ce minuscule être humain, tout rouge, qui dormait dans les bras de sa mère. Lucas était là, rayonnant, transformé. « Tu veux le tenir, maman ?» J'ai pris le bébé avec précaution. Il pesait presque rien. Il avait les yeux de son grand-père. « Bonjour, petit Henri. » Ai-je murmuré ? « Ton grand-père aurait été si fier de toi. Et il aurait été fier de ton papa aussi. » Lucas s'est agenouillé à côté de moi. « Maman, je veux que tu saches. Ce que tu as fait, le choix que tu as pris, c'était le bon. Papa le savait. Et maintenant, moi aussi je le sais. Si un jour mon fils me demande quel est l'héritage le plus précieux, je ne lui parlerai pas d'argent. Je lui parlerai de valeurs, de travail, d'humilité, de courage, les choses que papa et toi vous nous avez enseignées, même si on a mis du temps à comprendre. Cette nuit-là, en rentrant à Arles, je me suis arrêtée sur le bord de la route. J'ai regardé les étoiles au-dessus de la Provence. Quelque part, dans ce ciel immense, Henri me regardait. J'en étais certaine. « On a réussi, mon amour, » ai-je murmuré. Pas comme on l'avait imaginé, mais on a réussi. 3 ans après la mort d'Henri, la Fondation a organisé un grand gala de charité à Avignon. Tous les bénéficiaires étaient invités. J'y suis allée, accompagnée de Camille et Lucas. Mathieu n'est pas venu, mais il a envoyé un chèque généreux à la Fondation. C'était sa façon de faire la paix, je suppose. Durant la soirée, j'ai rencontré des dizaines de personnes dont les vies avaient été changées par l'argent d'Henri. Des vignerons qui avaient évité la faillite. Des enfants qui avaient tous pu continuer leurs études. Des familles qui s'étaient reconstruites. « Votre mari était un saint », m'a dit une vieille dame qui dirigeait une association d'aide aux sans-abri. « Non », ai-je répondu. « Il était juste un homme bon, qui croyait qu'on est responsable de ce qu'on laisse derrière soi. » En fin de soirée, le président de la Fondation m'a demandé de dire quelques mots. Je suis montée sur l'estrade, tremblante. Tous ces regards tournaient vers moi. Camille et Lucas, au premier rang, qui m'encouragèrent du regard. « Je ne suis pas douée pour les discours », ai-je commencé. Mon mari l'était bien plus que moi. Mais je veux vous dire ceci. Henri Moreau était un homme simple, un vigneron, un paysan, comme il aimait à se définir. Il croyait en 3 choses. Le travail, la famille et la dignité. Il a travaillé toute sa vie pour construire quelque chose. Pas pour lui, pour les autres, pour ses employés, pour sa communauté, pour ses enfants. Ma voix s'est brisée. Quand il est mort, il m'a demandé de faire un choix difficile, de choisir entre l'affection de mes enfants et le respect de ses valeurs. J'ai choisi ces valeurs et pendant longtemps, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mes enfants me haïssaient, j'étais seule. Mais aujourd'hui, en voyant tout ce que la Fondation accomplit, en voyant mes enfants se reconstruire et devenir les personnes qu'Henri espérait qu'ils deviennent, je sais que j'ai fait le bon choix. Les applaudissements ont éclaté. Camille pleurait. Lucas s'est levé pour m'applaudir debout. L'héritage le plus précieux qu'on puisse laisser, ai-je continué. Ce n'est pas l'argent, ce sont les valeurs, l'exemple, la mémoire de ce qu'on a été. Henri m'a laissé ça, et je l'ai transmis à mes enfants. Difficilement, douloureusement, mais je l'ai fait. Et maintenant, ils le transmettront à leurs enfants. C'est ça, le vrai héritage. En redescendant de l'estrade,
j'ai reçu des dizaines de embrassades, de remerciements, de félicitations. Mais ce qui comptait le plus, c'était le regard de mes enfants. Un regard de respect, de compréhension, d'amour. 4 ans après la mort d'Henri, Mathieu m'a invité à dîner à Marseille. La première invitation depuis le procès. J'ai accepté, le cœur battant. Il m'attendait dans un petit restaurant du Vieux-Port. Pas un restaurant chic, un bistrot simple, avec des nappes en papier et un menu du jour écrit à la craie. « Salut maman !»« Salut Mathieu !» Nous nous sommes assis. Le silence était pesant. « Je t'ai invité parce qu'il faut qu'on parle, vraiment. Je t'écoute. » Il a respiré profondément. J'ai mis 4 ans à comprendre, 4 ans à t'en vouloir, à haïr papa, même mort, à me dire que vous m'aviez volé ma vie. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas de vie. J'avais de l'argent, un statut, mais pas de vie, pas de fierté, pas de sens. Mathieu, maintenant je travaille, vraiment. Je me lève tôt, je rentre tard, je gagne moins qu'avant, beaucoup moins. Mais quand je me couche le soir, je sais que j'ai mérité mon salaire. Et ça change tout. Tu avais raison, maman. Papa avait raison. On avait besoin d'apprendre ça. Les larmes coulèrent sur ses joues, sur les miennes aussi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, pour ne pas avoir été là quand papa mourait, pour t'avoir traîné en justice, pour t'avoir haï. Je te demande pardon. Je me suis levée. Je suis allée vers lui. Je l'ai serré dans mes bras. Mon grand garçon de 46 ans qui pleurait comme un enfant. Tu es pardonné, Mathieu. Tu l'as toujours été. Je t'attendais juste. Nous avons dîné en parlant de tout et de rien. De son travail, de mes journées à Arles, de Camille et Lucas, du petit Henri qui grandissait, de l'avenir. Tu sais ce qui est drôle ? A-t-il dit en finissant son dessert. Je suis plus heureux maintenant, avec moins d'argent, que je ne l'ai jamais été quand j'étais riche. Papa le savait, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Ton père était un homme sage. Toi aussi, maman, toi aussi. En me raccompagnant à ma voiture, il m'a embrassée sur le front. Je t'aime, maman. Je l'ai toujours fait, même quand je te haïssais. Je sais, mon chéri, je sais. 5 ans après la mort d'Henri, j'ai organisé une réunion de famille à Arles. Mes 3 enfants, Sophie et le petit Henri, maintenant 2 ans. Un dimanche après-midi de mai, sur mon petit balcon qui donnait sur les arènes. Nous avons déjeuné ensemble. Une simple salade niçoise, du pain, du fromage, du vin. Des choses simples, comme avant, comme toujours. Le petit Henri courait partout, riant, touchant à tout. Lucas le rattrapait en riant. Camille racontait une histoire drôle du restaurant. Mathieu parlait de son nouveau projet professionnel. Et moi, je les regardais. Mes enfants, transformés, grandis, enfin devenus eux-mêmes. « Maman !» a dit Camille soudain. « On voulait te dire quelque chose, tous les 3. » Ils se sont regardés. Puis Mathieu a pris la parole. « On a créé une bourse d'études, avec nos propres économies, la bourse Henri et Élise Moreau, pour aider les enfants de vignerons à faire des études. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre façon de dire merci, à papa et à toi. J'ai pleuré, encore, toujours. Papa serait tellement fier de vous, ai-je murmuré. Non, a répondu Lucas. Il serait fier de toi. Tu nous as sauvés, maman, en nous laissant tomber. Le soir, quand ils sont tous partis, je suis restée seule sur mon balcon. Le soleil se couchait sur Arles. Les arènes s'embrasaient dans la lumière dorée. J'ai sorti la lettre d'Henri, celle que je gardais toujours avec moi. Je l'ai relue pour la 100e, la 1000e fois. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel, pas l'argent, pas les vignes, pas l'héritage matériel. L'essentiel, c'était ça. Mes enfants réconciliés, transformés, heureux, fiers de travailler, dignes. L'essentiel, c'était cette bourse qu'ils avaient créée de leur propre initiative. Cette générosité qu'ils avaient apprise à la dure. L'essentiel, c'était ce petit Henri qui portait le nom de son grand-père et qui grandirait en entendant parler de lui, de ses valeurs, de son exemple.
L'essentiel, c'était d'avoir respecté la volonté d'un homme bon, même quand c'était déchirant. L'essentiel, c'était d'avoir eu le courage de dire non, de tenir bon, de croire que l'amour vrai est parfois dur. J'ai fermé les yeux. J'ai senti le vent tiède de Provence caresser mon visage. Et j'ai senti Henri, là, présent, apaisé. « On a réussi, mon amour », ai-je murmuré une dernière fois. « Nos enfants sont sauvés. Et maintenant, je peux enfin me reposer. » 6 mois plus tard, en novembre, jour de la Toussaint, nous sommes tous retournés au cimetière de Gordes. Mes 3 enfants, Sophie, le petit Henri et moi. Nous avons apporté des fleurs, de la lavande, toujours de la lavande. Lucas a lu un poème qu'il avait écrit pour son père. Camille a chanté une vieille chanson provençale qu'Henri adorait. Mathieu a simplement dit « Merci, papa, pour tout, surtout pour la leçon finale. » Et moi, je me suis agenouillée sur la terre sèche. Henri, mon amour, nos vignes continuent de nourrir. Pas leur ventre, mais leurs âmes, comme tu l'avais voulu. Et nos enfants ont enfin compris. Ils sont heureux, ils sont justes, ils sont dignes. Tu peux être en paix, et moi aussi. Le petit Henri, 2 ans et demi, s'est approché de la tombe. Il a posé sa petite main sur la pierre froide. « Papy ?» a-t-il demandé. « Oui, mon chéri », a répondu Lucas. « C'est ton papy Henri, le plus grand homme que j'ai jamais connu. »« Il est où ?» Lucas a montré le ciel. « Là-haut. Il nous regarde, et il sourit. » Le petit Henri a souri à son tour. Et dans ce sourire innocent, j'ai vu Henri, ses yeux, sa bonté, son héritage véritable. Pas l'argent, pas les terres, mais l'amour, les valeurs, l'exemple. Ce soir-là, en rentrant à Arles, j'ai fait un détour par Gordes. Je suis passée devant la Bastide. Les vignes étaient magnifiques dans le crépuscule. Des jeunes travaillaient encore dans les rangs, apprenant le métier, perpétuant la tradition. J'ai ralenti. J'ai regardé cette maison où j'avais vécu 40 ans, où j'avais aimé, souffert, espéré. Cette maison qui n'était plus la mienne mais qui le serait toujours, d'une certaine façon. Étienne était là, sur le pas de la porte. Il m'a vu. Il m'a fait un signe de la main. Je lui ai rendu son salut. Puis j'ai continué ma route vers Arles, vers mon petit appartement, vers ma vie simple et paisible, vers la liberté que Henri m'avait donnée, en me demandant d'être courageuse. Et en traversant les vignes dorées du Luberon, sous le ciel immense de Provence, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas perdu mes enfants en donnant leur héritage. Je les avais retrouvés. Et ça, aucun argent au monde ne pouvait l'acheter. Épilogue. 10 ans après la mort d'Henri, j'ai eu 68 ans. Mes cheveux sont devenus complètement blancs. Mes mains tremblent un peu. Mais je suis en paix. Mathieu est directeur général de son entreprise maintenant. Il a rencontré une femme formidable, Claire, professeure de français, qui l'a aidé à se reconstruire. Il se marie au printemps prochain, à Gordes, dans l'église Saint-Pierre, comme Henri et moi, il y a si longtemps. Camille est devenue propriétaire du restaurant où elle travaillait. Elle a transformé ce petit établissement en une adresse réputée, où les touristes viennent goûter la vraie cuisine provençale. Elle est heureuse, seule, mais heureuse. Elle dit qu'elle n'a plus besoin d'un homme pour se sentir complète. Lucas gère maintenant un domaine viticole de 12 hectares. Ses vins commencent à être reconnus. Il a eu un 2e fils, Jules, il y a 2 ans. Henri, 5 ans, commence déjà à l'aider dans les vignes. Il veut être vigneron, comme son papy. La fondation Henri Moreau a aidé plus de 200 familles. Elle est devenue un modèle dans toute la région. On parle d'Henri Moreau dans les écoles de viticulture. Son histoire inspire. Notre histoire inspire. Moi, je vis toujours à Arles. Je vois mes enfants régulièrement. Nous déjeunons ensemble le dimanche. Nous rions, nous parlons, nous nous aimons. Et chaque soir, avant de me coucher, je regarde la photo sur ma table de nuit. Cette photo de nous tous, il y a 20 ans, dans la cour de la Bastide. Henri souriait. Nous étions heureux. Nous ne savions pas encore ce qui nous attendait. Les épreuves, les douleurs, les déchirements. Mais nous l'avons traversé, ensemble d'une certaine façon. Et maintenant, de l'autre côté de la tempête,
Nous avons trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Nous avons trouvé qui nous sommes vraiment. Et nous avons compris que le plus bel héritage qu'on puisse laisser, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on devient. Merci Henri, pour tout, pour toujours. Fin. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Le dernier jour de vie de mon mari, mes enfants ont dit « Il était temps, je veux dilapider mon héritage ». Quand j'ai entendu cela, j'ai passé un coup de fil et je suis partie. Le lendemain, 43 appels désespérés quand ils ont vu qu'il n'y avait plus aucun héritage.